En ce début du XXe siècle, le monde se passionne pour le récit des aventures d'Amundsen, de Scott ou de Peary. Les conquérants du Grand Nord sont les nouveaux héros. Par la dimension de leurs exploits, ils entrent dans le cercle très fermé des grands découvreurs. La volonté de vivre à leur tour une telle aventure pousse Jean-Baptiste Charcot et le duc d'Orléans vers les glaces de l'Arctique. Des deux explorateurs français, Jean-Baptiste Charcot est le plus célèbre. Ses missions en Antarctique à bord du Pourquoi pas ont eu un grand retentissement. Le duc d'Orléans jouit d'une réputation plus modeste. C'est donc en passionné qu'il affrète en 1905 la Belgica et met le cap en direction de la côte orientale du Groenland. La route qui conduit au Groenland est dangereuse, surtout à l'approche du littoral, jalousement gardé par la banquise. Pour l'atteindre, les hommes et les bateaux doivent livrer un rude combat. Un combat inégal, tant sont puissantes les forces de la nature. Le duc d'Orléans, le commandant Charcot, ces deux hommes d'exception réunis dans la même passion du Grand Nord vont écrire au cours de leur expédition à la découverte de la côte est du Groenland quelques-unes des plus belles pages de l'aventure arctique. Situé dans l'extrême nord, presque au bout du monde, le Spitzberg fascine toujours autant. Aujourd'hui comme hier, cette île norvégienne constitue le point de départ des voyages d'exploration polaire. Amarré dans le port de Longyearbyen, la capitale du Spitzberg, le Grigori Mikiev, un ancien navire de recherche scientifique russe, effectue les premières manœuvres d'un grand voyage. À bord du Grigori Mikiev, une cinquantaine de passagers, tous passionnés des régions polaires. Parmi eux, deux voyageurs pas comme les autres, Jean et Anne-Marie. Je suis parti sur les traces du duc d'Orléans, mon arrière-grand-oncle, pour essayer de rejoindre l'île de France. Alors avec la glace qui descend, j'espère qu'on aura l'occasion de l'atteindre. Mais c'est un beau voyage qui commence. Il y a 80 ans, mon grand-père a fait ce même trajet. Et voilà, c'est une sorte de pèlerinage, d'apothéose aussi pour moi. Au cours de l'été 1905, le duc d'Orléans affrète la Belgica, un 3-mâts battant pavillon belge. Le 7 juillet, sous les ordres du commandant Adrien de Gerlache, le navire quitte le Spitzberg. Le choix du point de départ n'est pas anodin. Situé à 1000 km du pôle, à hauteur des 80 degrés de latitude nord, le Spitzberg bénéficie des bienfaits du Gulf Stream. Ce courant chaud venu des régions tropicales de l'Atlantique permet à l'archipel d'être en grande partie libre de toute glace. Pour le duc d'Orléans, l'objectif est de traverser la mer du Groenland, franchir la banquise et remonter le plus haut possible le long de la côte est du Groenland. Un siècle après la Belgica, le Grigori Mikiev met le cap plein ouest sur les traces du duc d'Orléans. Le début des années 1900 est une période fertile en découvertes dans tous les domaines de la science. Outre les enjeux purement politiques comme la découverte de nouvelles terres, les expéditions polaires sont l'occasion rêvée de réaliser d'importantes expérimentations. Ainsi trouve-t-on à bord de ces missions de nombreux savants. On y fait des relevés de salinité, de température de l'eau à différentes profondeurs, des relevés cartographiques, des études météorologiques et des dragages.
Ces recherches sont les prémices des connaissances océaniques et climatiques actuelles. Si l'expédition de la Belgica affiche clairement sa dimension scientifique, les motivations du duc d'Orléans sont plus complexes. L'aventurier passionné du Grand Nord se double d'un patriote. Arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe, il est contraint à l'exil en 1886 par le gouvernement français. Depuis cette époque, il rêve d'incarner la grandeur de la France et de planter le drapeau de son pays sur des contrées encore inconnues. Une journée s'est écoulée depuis le départ du Spitzberg. La température de l'eau atteint maintenant -1 degré et les premiers signes annonçant l'approche de la banquise apparaissent. Un flot, petit fragment de banquise, vient comme en reconnaissance flirter avec la coque du navire. Tous les passagers du Grigori Mikiev attendent avec impatience d'atteindre la banquise. À bord, Denis, le chef d'expédition, réunit son équipe et prépare le programme des jours à venir. Ah oui, il faut faire un appel général. Alors, quelle heure? Moi, je crois qu'il faut qu'on se réunisse vers 6h30, 7h, qu'on fasse le programme nous, et à 7h15, on annonce le repas. Aperçu la terminologie des glaces, elle a été créée parce qu'il y avait un besoin, et besoin de quelque chose de précis. Pour un marin, il est important de savoir si la glace qu'il va pouvoir rencontrer l'empêchera de passer ou au contraire... Les explications de Gérard, le guide naturaliste de l'expédition, trouvent rapidement leurs illustrations. Un iceberg de forme tabulaire apparaît en pleine mer. À près de 300 km de la côte, c'est une rencontre assez rare. Cette masse imposante se déplace au gré d'un puissant courant marin, la dérive transpolaire. Iceberg, banquise, tout ce qui se trouve sur le passage de ce puissant courant est inévitablement propulsé de l'océan Arctique vers la façade est du Groenland. Vous voyez devant nous donc la couleur des nuages. Le premier plan, donc un nuage de couleur gris moyen assez étendu. Ensuite une bande de nuages relativement clairs. Et ensuite une troisième bande beaucoup plus sombre. Donc ce que je suppose, c'est que vous avez donc l'eau libre, on la voit devant nous, une bande de glace, elle est à l'endroit où il y a le nuage blanc, et derrière cette bande de glace, il doit y avoir de l'eau libre. Parce qu'en fait, le nuage, il prend la couleur de ce qu'il y a dessus, au-dessous de lui. L'écran d'objectif bien. L'écran. Oui, Il n'y a rien derrière. Le radar le montre, mais cette information, je l'ai sans radar, sans électronique. Ah oui. D'accord. Il y a un siècle, ils étaient capables de faire ça. En 1905, ils n'avaient pas le radar montrant les bancs de glace, mais je pense que ça, je suis sûr qu'ils savaient parfaitement utiliser cette information. Au temps de la Belgica et du pourquoi pas, les renseignements échangés avec les baleiniers constituaient les seules informations sur l'état des glaces. Informations bien loin d'être fiables à 100%. Aussi, à l'approche de la banquise, le seul endroit d'où l'on peut juger de la situation et de la route à suivre, c'est le Nid de Corbeau, une plateforme d'observation située au sommet du Grand Mât, à 30 mètres de hauteur. Aujourd'hui, la technologie dont est équipée la passerelle de commandement remplace l'œil du guetteur. Serge, l'historien de l'expédition, explique à Anne-Marie la position du bateau par rapport aux glaces. Il laisse la glace sur tribord. Voilà. Il est 22 heures et le Grigori Mikiev se trouve enfin face à face avec la banquise, qu'on appelle aussi Pâques. C'est le 9 juillet 1905 que la Belgica rencontre la banquise. Le duc d'Orléans est encore loin de cette terre qu'il va découvrir et baptiser 3 semaines plus tard du nom d'Île de France. Jean attend avec impatience le moment de fouler cette île. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, 100 ans après, de faire comme ça le même voyage, de longer la banquise, peut-être de rejoindre l'île de France, c'est vraiment impressionnant. À cette époque de l'année et sous ces latitudes, la banquise est constituée de grands flots extrêmement durs et épais. Spectacle troublant que ces plaques aux formes bizarres et élégantes, libérées par le dégel et les mouvements de la mer.
Il faut longer la banquise dans la direction du Groenland et voir jusqu'où on peut remonter, ok? Ok, mais ce que je crains, c'est que si on pénètre maintenant dans les glaces, on risque de perdre beaucoup de temps et de prendre du retard sur le programme. Effectivement, on n'a pas le temps. Le Grigori Mikiev longe la banquise en direction du sud. Il navigue maintenant dans une zone périlleuse, un véritable champ de mines. Même si le navire possède une coque renforcée, les yeux du capitaine sont rivés sur l'horizon. À l'époque de la Belgica et du pourquoi pas, la navigation nécessitait une surveillance visuelle de tous les instants. Pour le commandant Charcot, la permanence du danger n'entamait en rien sa passion pour les glaces. Je crois que quand on a vu les glaces une fois, il y a un phénomène qui se produit et qui fait qu'on a besoin d'y retourner. Ça dégage une telle lumière, une telle beauté et un certain envoûtement également. J'essaie d'imaginer pourquoi pas louvoyant entre les glaces. Mon grand-père devait se trouver dans le nid de pie. Il est resté une fois 28 heures d'affilée sans descendre et sans manger. Les navires d'exploration polaire ne sont pas des brise-glaces. Ils cherchent continuellement à se frayer un chemin, soit en poussant les flots, soit en se faufilant entre eux. La navigation dans les glaces est tout à la fois subtile et compliquée, comme un jeu d'échecs. Les décisions fréquentes et rapides qui s'imposent au commandement finissent par épuiser l'équipage. Cet arbitrage incessant tourne parfois en faveur des glaces. Ainsi, en 1905, la Belgica se retrouve à plusieurs reprises totalement prisonnière de la banquise. Il faut une force de caractère pour faire ce type de voyage. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant. Puis c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être à l'air libre, de vouloir toujours aller plus loin, de se pousser peut-être soi-même, d'aller voir jusqu'où on peut aller dans ses limites. Le Grigori Mikiev poursuit sa route vers le sud, toujours à la limite de la banquise. Le décor est somptueux. Ces sculptures qui dérivent témoignent de la puissance du vent et des courants, les véritables artistes du Grand Nord. Il longe la banquise, tout le long de la banquise. Alors, il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça passe pas, donc il redescend plus au sud pour contourner la banquise par le sud. Au début du mois d'août, ils sont en vue du Groenland. Alors là, la banquise est un peu plus compacte, mais ils arrivent à se frayer un chemin vers le nord, parce que c'est ça son objectif, au-delà du cap Bismarck. Et une fois qu'ils ont franchi le cap Bismarck, ils vont jusqu'à l'île de France. Le 28 juillet, le duc d'Orléans touche une terre qu'aucun autre explorateur n'avait atteint avant lui. Dans son journal, il écrit « Après 20 années d'exil, je me trouvais sur un sol où j'avais planté moi-même le drapeau de mon pays. Et au seuil d'une contrée où nul n'a encore pénétré, je pouvais saluer cette terre du nom de terre de France. »
Le navire s'engouffre maintenant dans une brèche étroite. Cap de nouveau vers l'ouest, mais à vitesse réduite. Dans 12 heures, on devrait être à proximité donc de l'île de France. Hein. Là, on a un cap à 280 degrés. On est à peu près à 120 000 donc, de l'île de France. Cet endroit mythique qui nous fait rêver depuis déjà 3 jours. Et si tout se passe bien, dans une douzaine d'heures, on serait à proximité de l'île de France. La passerelle est silencieuse. L'équipage tendu et concentré. Le navire est entouré de glace massive. Même si la partie visible semble peu importante, la masse immergée peut atteindre plusieurs centaines de tonnes. Il y a des glaces compactes devant nous. Oui, mais il y a un passage là et un peu plus loin. Tu choisis lequel? Les glaces vont nous arrêter. Si on veut continuer, c'est plus proche ici ou là-bas? Là-bas, c'est plus près. Ok. À un siècle d'intervalle, l'histoire se répète. Comme autrefois la Belgica, le Grigori Mikiev tente à son tour de se frayer un chemin au milieu de la banquise. C'est palpitant car nous sommes au milieu des glaces et chaque kilomètre semble être le dernier. Mais à chaque fois, on trouve de nouvelles voies et on continue jusqu'au bout. On ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. C'est une vraie aventure que de voir où le pack va nous bloquer. Maintenant, on est dans une voie libre qui nous permet d'effectuer quelques kilomètres supplémentaires. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de tension. Pourquoi on vient dans les glaces? Pour voir jusqu'où on peut aller. Les flots deviennent de plus en plus menaçants. Tel un troupeau de béliers, ils frappent avec violence la coque du Grigori Mikiev. Les gens, est-ce qu'on peut m'écouter? Oui. J'ai parlé avec Yuri et nous sommes d'accord que peut-être ici, c'est la frontière. Il faut faire le tour d'ici. La glace, on peut entrer plus loin dans la glace, mais ça sera très très lent et on ne peut pas, on ne peut pas aller vraiment beaucoup loin. Et maintenant, on peut faire le retour. La durée prévue pour ce voyage n'a rien de commun avec celle des véritables explorations. À la grande époque des voyages arctiques, les missions partaient pour des durées non déterminées. 4 mois, 4 ans. Nous allons poursuivre notre périple sans passer par l'île de France. Là, ce sont les aléas de la banquise et de ce type d'expédition. Donc voilà, on va continuer de bonne humeur pour ces quelques jours qui nous restent sur le reste de notre trajet. Le Grigori Mikiev n'a pas atteint l'île de France. Désormais, l'expédition se fixe un autre but, Skorez-Bissoun. Avec Ammassalik, ce sont les 2 seuls villages de toute la côte est du Groenland sur près de 2400 km. Skorez-Bissoun, ce nom est étroitement lié à l'histoire de Charcot. Cet homme, qu'on surnommait le gentleman des mers, y a effectué de nombreux séjours. Cette première partie du voyage a plongé les passagers du Grigori Mikiev dans l'univers de l'Arctique. Émotion et sensation forte que de se mesurer à l'immensité des glaces. Depuis les voyages du duc d'Orléans et de Charcot, rien n'a véritablement changé. Dans les régions polaires, l'homme ne fait pas loi. Il s'incline devant la Dame Blanche. L'expérience de cette navigation au contact de la banquise renforce le respect dû à tous ces navigateurs, ces héros de l'inconnu. Oubliant les souffrances endurées, en découvrant de nouvelles terres et en parcourant de nouvelles mers, ils ont contribué à forger une meilleure compréhension de notre monde.
le Grigori Mikiev longe encore la banquise pendant 2 jours. Cette banquise si compacte diminue à mesure que le navire se rapproche de la terre. Les derniers flots disparaissent. La silhouette du Groenland se dessine à l'horizon. Après une traversée de 4 jours, le Grigori Mikiev atteint enfin les côtes groenlandaises et pénètre dans le fjord Kongoskar. Des géants de glace, massifs et imperturbables, protègent son entrée. Un peu plus loin, il s'efface et le paysage que l'on découvre est alors celui d'une ancienne vallée glaciaire. En la remontant, le Grigori Mikiev, comme tous les navires d'exploration qui l'ont précédé, pénètre au cœur même du Groenland. Toute la nuit, le Grigori Mikiev s'est aventuré à l'intérieur du fjord. Au petit matin, la montagne mise à nu offre un étonnant spectacle. L'empilement des stratifications rocheuses témoigne de l'intense activité géologique de cette région, à l'époque où la plaque du continent nord-américain se séparait de la plaque européenne, il y a de cela 100 millions d'années. Quatre jours dans un espace confiné aiguisent les esprits. Il est temps de se dégourdir les jambes. On est loin des semaines, voire des mois de navigation endurés par les marins du pourquoi pas. Mais ce premier pas sur la terre du Groenland est le bienvenu. Depuis le XVIIIe siècle, le Groenland appartient au Royaume du Danemark. En 1974, les Danois créent un parc national, de la côte nord de l'île jusqu'au fjord de Scoresbysund. La superficie de ce parc équivaut à environ 2 fois celle de la France. Ouais, des jeux de goéland, des juvéniles. À quoi ça vous fait penser? Du crin, je dirais, ça me fait penser un peu à de la laine. Oui, oui. La laine, bon, il n'y a pas de mouton naturellement ici, mais il y a un animal qu'on appelle bœuf, mais qui n'est pas du tout un bovin, c'est le bœuf musqué. C'est un animal qui est connu pour pouvoir charger, et donc la sécurité impose d'avoir un fusil chargé déverrouillé. Au début du XXe siècle, le monde n'a pas encore pris conscience du problème de la disparition des espèces. La chasse est une pratique courante. Pour le duc d'Orléans, c'est même une véritable passion. 100 ans plus tard, les mentalités ont évolué. Les voyageurs préfèrent de loin l'appareil photo au fusil. Philippe est un habitué des expéditions polaires. C'est lui qui est responsable de la sécurité du groupe. Il ouvre la voie pour observer les bœufs musqués. Le bœuf musqué est en fait un cousin sauvage du mouton. Il fait partie des rares mammifères du Groenland, avec l'ours, le loup, le renard, le lièvre ou encore le caribou. C'est un animal difficile à approcher.
qui décide de la distance, mais c'est quand même très imprévisible comme animal. Très très imprévisible. C'est impressionnant, hein. C'est vrai que c'est impressionnant. On n'ose pas trop le déranger. Bon, on va redescendre doucement. C'est incroyable, c'est vraiment là plein les yeux. Bon, mission accomplie. Ah oui, là, alors 100%. Je sais pas, on va redescendre tout droit, on va voir où est le Zodiac. Bon, on descend groupé quand même. Hein. Le Grigori Mikiev continue sa remontée à l'intérieur du fjord. Les parois abruptes deviennent des remparts vertigineux. Plus de 1000 mètres séparent le pont du navire du sommet des plus hautes falaises du monde. J'avais très envie de retourner sur les lieux où mon grand-père est passé, de voir les endroits qu'il a vus, qu'il a découverts. Et je dois dire que depuis le début de ce voyage, j'attends ce moment avec impatience. Donc pour moi, demain et les jours suivants, c'est un peu le rêve en fait, qui se réalise complètement. Je regrette une chose, c'est qu'on ne puisse pas aller à Masalik. Bon, ben ça c'est un peu personnel, c'est là qu'il a appris ma naissance. Et j'aurais aimé voir à quoi ressemblait cette ville. Et je sais qu'il était heureux d'être grand-père. Il ne savait pas si c'était une petite fille ou un petit garçon. Et c'est vrai que pour moi, bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ça sera pour la prochaine fois. Vous étiez la première de ces petits-enfants? La première et la seule, puisque malheureusement, je n'ai ni frère ni sœur. Voilà. Il l'a su, c'est tout. Et on ne s'est pas connus. Le fil du destin du commandant Charcot se brise le 16 juillet 1936. Pris dans une terrible tempête, le Pourquoi pas fait naufrage au large de l'Islande. Depuis son retour triomphal de l'Antarctique en 1910, Charcot n'a plus eu l'opportunité d'affronter les glaces. Ce n'est pourtant qu'en 1925 que commence sa période groenlandaise. Lors d'une mission scientifique à Jan Mayen, île volcanique située entre la Norvège et le Groenland, Charcot apprend l'existence d'une mission danoise au Scoresbysund. La mission n'ayant pas donné de nouvelles, le gouvernement danois s'inquiète et cherche à renouer le contact avec la station silencieuse. Âgé alors de 58 ans, Charcot trouve son prétexte. Le démon des glaces fermement accroché au cœur, il propose ses services aux Danois et le Pourquoi pas met le cap à l'est. Il devient le premier navire français à mouiller sur la côte orientale du Groenland. Le Groenland a une superficie de 2 millions de kilomètres carrés, soit presque 4 fois celle de la France. C'est la plus grande étendue de glace après celle de l'Antarctique. Mais en été, lors de la fonte des neiges, ses côtes se couvrent d'une maigre végétation. La légende veut qu'en l'an 982, le viking Éric le Rouge, émerveillé par cette contrée verdoyante, lui ait donné le nom de Greenland, terre verte. Cette île gigantesque a été formée par le détachement d'une partie de l'actuel Canada, il y a environ 2,5 milliards d'années. Le territoire du Groenland est recouvert à 85% d'une calotte glaciaire appelée Inlandsis. Les glaciers se forment par accumulation de neige pendant des milliers d'années, chaque nouvelle couche compressant les anciennes. Aux abords des côtes, les glaciers s'écroulent sous leur propre poids et se cassent en formant les icebergs. En Zodiac, les passagers du Grigori Mikiev abordent l'Inlandsis. Premier pas sur ses glaces et première sensation de vertige face à son étendue. Ses dimensions sont impressionnantes. 2400 km de long,
1000 km de large et une altitude moyenne de 2000 mètres. La calotte glaciaire du Groenland représente 10% de l'eau douce à la surface du globe. Toujours eu une attirance pour ces lumières obliques, pour ces zones frontières où l'homme est toléré par la nature mais n'est pas vraiment dans son élément. C'est une maladie grave, un vrai virus. Quand on a ça, quand on y a goûté une fois, après c'est une drogue dure, accro, depuis plus de 20 ans. Les rivages groenlandais sont en mouvement perpétuel. Décrochés du front des glaciers, de gigantesques icebergs aux formes étranges dérivent dans le fjord au gré des vents et des courants. Ils offrent aux visiteurs un spectacle éblouissant. Les icebergs sont généralement d'aspect blanc car ils sont composés de minuscules bulles d'air. Mais quand celles-ci sont expulsées sous de trop grande pression, alors les icebergs revêtent une teinte bleutée. Malgré leur taille gigantesque, les icebergs flottent. En effet, la glace est moins dense que l'eau de mer. Aussi, il faut imaginer que les 4/5 d'un iceberg se trouvent immergés. Les icebergs du Groenland sont réputés pour se déplacer vite. Leur moyenne, 7 km par an. Quand ils s'échappent du fjord, ils peuvent parcourir jusqu'à 4000 km vers le sud avant de fondre dans l'océan Atlantique. Le Grigori Mikiev quitte le fjord Kongoskar. Il se dirige maintenant vers le Scoresbysund, le plus vaste fjord du monde. Prochaine escale, le village qui porte le même nom. À bord, l'esprit est à la détente. Chacun vaque à ses occupations. La véracité du télégramme. Lorsqu'ils ont eu la réponse, tonton était encore réveillé, il devait être 4h30 du matin, il a marqué poisson d'avril dessus. La navigation pour rallier le village s'effectue de nuit. L'officier de quart est responsable du navire jusqu'aux premières lueurs du soleil. À cette période de l'année, le soleil de minuit ne brille plus. La nuit qui s'installe révèle un autre spectacle, les aurores boréales. Diabolisées par les anciens peuples du Nord, effrayés par leur apparition mystérieuse, elles émerveillent les explorateurs. À l'entrée du fjord, le Grigori Mikiev hisse le drapeau groenlandais.
L'histoire du village de Scoresbysound est un peu singulière. En 1882, Gustav Holm, un explorateur danois, découvre à Ammassalik, une région considérée comme inhabitée, des familles d'Esquimaux vivant à l'état primitif. Le gouvernement danois décide alors d'organiser cette communauté en village. En quelques années, la station devient prospère. Mais les Norvégiens revendiquent aussi le commerce dans cette région. Pour éviter un affrontement, une convention signée entre les deux pays met fin au monopole économique du Danemark sur le Groenland. Cette concession est interprétée comme un renoncement par l'opinion publique danoise. En 1925, Ejnar Mikkelsen, un des grands explorateurs polaires, déplace des Esquimaux d'Ammassalik vers un lieu plus au nord, le Scoresbysound, et crée ainsi un nouveau comptoir. Charcot se rend pour la première fois au Scoresbysound en 1925. Un an plus tard, l'Académie des sciences françaises lui demande de retourner dans le fjord pour récolter de nouveaux fossiles. Aux îles Féroé, situées au nord de l'Écosse, Charcot embarque Mikkelsen. Un an s'est écoulé depuis le transfert des Esquimaux à Scoresbysound, et le Danois est impatient de constater les développements de sa communauté déplacée. Au petit matin, le Grigori Mikiev s'approche lentement des rives de Scoresbysound. Tels les premiers explorateurs, les passagers scrutent l'horizon pour découvrir l'ampleur de la communauté. Ce matin, quand j'ai vu le village pointer, j'étais excitée. Excitée parce que je découvrais en fait. Je l'avais vu un petit peu en photo, mais l'image qu'on peut se faire est tout autre souvent. Et je me l'imaginais arrivant dans le village. Les liens qui se sont créés avec mon grand-père et le Scoresbysound ont été très, très, très forts. Chaque fois qu'il revenait dans ce village, il revoyait les mêmes personnes qui venaient l'accueillir. Les Esquimaux venaient le chercher en kayak souvent. Et on va essayer de voir si par hasard il y en aura encore qui existeraient, qui auraient connu mon grand-père, ou sinon des descendants peut-être, des enfants qui auraient grandi. C'est sûr, ce serait magnifique, ce serait un cadeau royal, j'estime. Charcot est retourné à Scoresbysound pendant 11 années. Son carnet de route relate de nombreuses rencontres amicales. Quand Charcot et Mikkelsen débarquent du Pourquoi pas en 1926, l'accueil est des plus chaleureux. Les Esquimaux sont un peuple que Charcot affectionne particulièrement. Admirant leur capacité à survivre dans ces contrées polaires, ils vantent leur bonne humeur et leur joie de vivre. Les Esquimaux semblent en parfaite harmonie avec leur nouvelle implantation. Délaissant leur tradition nomade, les Esquimaux de Scoresbysound vivent maintenant dans des maisons faites en bois et en pierre. Dans son livre de bord, Charcot fait l'éloge du développement de la colonie. Et pour célébrer cette réussite, il remet à son ami Mikkelsen la Légion d'honneur.
80 ans plus tard, la colonie est devenue une véritable agglomération de 500 âmes. Les maisons aux couleurs bigarrées charment immédiatement les voyageurs. La vie locale est encore essentiellement basée sur la chasse et la pêche. L'accueil est toujours aussi chaleureux. Les passagers du Grégory Mikiev foulent le sol de ce village mythique. Anne-Marie part sur les traces de son grand-père. Elle se rend tout d'abord au Cairn, un monument érigé par les Danois en hommage au commandant. Voilà, c'est pour les enfants et les petits-enfants. L'équipe du Grégory Mikiev se rend ensuite sur les lieux de la station météorologique danoise. Quelques mètres plus bas se trouvait la station polaire française, installée par Charcot. À partir de 1930, avec le concours de l'Académie de marine, du Bureau des longitudes et de l'Académie des sciences, Charcot prépare l'année polaire internationale. La campagne de l'été 1931 est consacrée à l'implantation et l'organisation de la station de Scoresbysund avec le concours de scientifiques, des autorités danoises et de la main-d'œuvre du pays. Son objectif est d'accueillir des missions spécialisées en géophysique et météorologie. Un banquet rassemble tous les participants de l'année polaire. Et sans le savoir, Anne-Marie se trouve exactement sur les lieux de ce banquet. Le responsable de la station danoise indique les vestiges de l'ancienne station française. Cette année passée à Scoresbysund par les membres de la mission polaire de 1932 à 1933 atteint les 2 buts visés par Charcot. La France ne s'est pas dérobée à une entreprise scientifique internationale et la marine, en contribuant à l'exécution de grandes opérations scientifiques, a prouvé qu'elle maintient ses traditions. Aujourd'hui, les relevés météorologiques sont effectués par la station danoise. Anne-Marie, accompagnée de Denis, se rend chez le maire, le plus à même de les renseigner sur l'existence d'une personne ayant connu son grand-père. Denis se renseigne en groenlandais auprès du maire. Ce dernier révèle la présence d'une vieille dame. Oui, elle est la dernière survivante, arrivée d'Amgasalik en 1925. Alors elle a dû rencontrer Charcot? Oui, elle doit certainement le connaître. Anne-Marie, on se rapproche du but. Ah oui, là ça brûle là. Hein. C'est terriblement excitant et c'est terriblement émouvant aussi en même temps. Hein. Surtout qu'on est le 15 septembre aujourd'hui, le 16 demain. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Où allons-nous là? Eh bien, on va chez la dame, la vieille dame âgée qui aurait pu connaître mon grand-père. Donc, se souvient-elle encore de lui, de certaines choses? Espérons que oui. On y va. C'est un peu comme un jeu de piste. Suivant scrupuleusement les indications du maire, le groupe traverse le village et se rend chez la vieille dame, la dernière survivante des déplacés d'Ammasalik. Piga Charcot. Piga Charcot. Anne-Marie. Kuyat me. Kuyat.
À peine arrivé, de rapides présentations sont faites. Et Denis s'entretient avec la vieille dame. Il cherche à confirmer ce que le maire lui a appris. A-t-elle fait partie des déplacés d'Ammasalik? A-t-elle connu Charcot? Mais est-ce qu'à Ammasalik, elle l'aurait vu? Oui, elle était à Ammasalik, mais elle était jeune, pas vraiment à Ammasalik, c'était un autre endroit. Près de Ammasalik. Alors, c'est elle. Elle a eu 6 années dans cette image. Charcot, Attic, Charcot. Tout ça rien. Non, elle n'a jamais entendu le nom. Le doute est maintenant levé. La vieille dame fait bien partie des déplacés, mais elle n'a pas connu Charcot. C'est vrai que je suis un peu déçue parce que jusqu'au dernier moment, j'y ai cru vraiment très fort. Ça aurait été merveilleux. Mais tant pis, hein, c'est pas grave. On a passé une journée merveilleuse. J'ai fait la connaissance de ce village que mon grand-père a connu. J'ai vu ce mémorial avec la plaque. Alors, c'est bien. La grande époque de l'aventure polaire est aujourd'hui révolue. Les plus belles pages de cette histoire racontent les exploits de quelques hommes guidés par la passion et le courage. Engagés dans l'exploration de la côte est du Groenland, Jean-Baptiste Charcot et le duc d'Orléans ont contribué chacun à leur manière à la légende de l'exploration polaire. Conscients du danger, mais poussés par une même soif de découverte, ils engagent le Pourquoi pas et la Belgica, navire devenu mythique, sur les routes improbables de la banquise. Leur engagement dans ce combat difficile va bien au-delà de la seule ambition personnelle. Ils témoignent d'une même volonté, servir la science et leur pays. Le Grand Nord fascine toujours autant. Pour les passagers du Grigori Mikiev, voir la banquise, aborder les rivages du Groenland, constitue bien souvent l'aboutissement de toute une vie. Un long voyage intérieur exalté par les récits des grands voyageurs. L'expérience du Grand Nord marque aussi les esprits. On en revient plus fort, mais aussi plus humble. Au terme de ce voyage, tous les passagers savent désormais que devant la force et la beauté de la nature, ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Pour Anne-Marie et Jean, cette dimension initiatique se double d'une quête personnelle. Jean n'a pas atteint l'Île-de-France, mais il a vu les étonnants paysages parcourus un siècle plus tôt par son ancêtre, le duc d'Orléans. Au travers de l'émotion provoquée par un tel spectacle, il se sent plus proche de lui qu'il ne l'a jamais été. En foulant la terre de Scoresbysoun, si chère au commandant Charcot, Anne-Marie espérait secrètement se rapprocher un peu plus de cet homme qu'elle admire, de ce grand-père qu'elle n'a pas connu. Anne-Marie et Jean sont allés bien au-delà des terres glacées du Groenland. Ils sont allés au bout de leurs rêves.